Bonjour, j'ai invité cette semaine Muriel Mayette qui administre la Comédie Française à l'occasion de la réouverture de la salle historique, la salle Richelieu à Paris, et Nicolas Bouzou qui est économiste. On regarde l'arbre tombé mais pas la forêt poussée, c'est un hymne à l'économie positive. Muriel Mayette, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous administrez la Comédie Française, dont vous êtes sociétaire depuis 1985. Donc c'est assez exceptionnel voilà, de grimper comme cela, de diriger cette institution. Vous y avez été renouvelée. Vous étiez la première femme à la diriger et probablement aussi la première à être renouvelée. Donc vous voilà, j'allais dire, bien installée. Il y a une actualité tous les jours pour la Comédie Française, par définition. C'est un des bonheurs de cette maison, puisqu'on a 3 plateaux et puis une scène virtuelle que représentent les tournées. Donc on a des premières quasiment toutes les semaines, oui. Alors l'actualité, en plus, s'est enrichie du fait que la salle Richelieu, qui était en réfection depuis une bonne année, absolument. Bonne année avec des échafaudages devant, bon, échafaudages encore toujours un petit peu en place, mais oui. qui vont peut-être bientôt disparaître. C'est achevé. Et donc, c'est pas la première fois que la salle est rénovée, mais là, l'urgence, c'était quoi? C'était l'acoustique, c'était le... Non, l'urgence, ce sont des travaux qui n'étaient pas très glamour, c'est tout l'air climatisé. Et puis l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc on a creusé à l'intérieur de ce monument, ce bâtiment historique, un ascenseur et on a réhabilité la coupole qui jusqu'à présent était encombrée par des grosses machines. Et j'en ai profité grâce au mécénat pour rénover la salle esthétiquement mais surtout techniquement puisqu'on a remis l'acoustique un peu sur pied en débarrassant la salle des tentures, des velours et des moquettes. Qui finissait par l'encombrer. Alors vous avez vous-même fait la promotion de cette rénovation. C'est une assez forte nouveauté, si j'ose dire. Voilà, on va pouvoir vous admirer. Après 12 mois de travaux pour embellissement et remise aux normes, la salle Richelieu est à nouveau prête à accueillir les textes, les comédiens et les spectateurs. Alors ça aurait fait une bonne façon d'attirer l'attention. C'est diffusé dans les salles de cinéma, donc évidemment c'est fait pour attirer l'œil sur cette rénovation. C'est quoi aussi? C'était votre impatience d'être à nouveau sur scène ou d'être à nouveau... Non, c'est notre métier de raconter des histoires. C'était pour d'abord toucher un public qui ne vient pas forcément au théâtre, parce que le geste de pousser les ors de la salle Richelieu n'est pas si simple à pratiquer pour une première fois. Mais c'est surtout parce que nous sommes là pour avoir de l'humour et puis dire on est retourné chez nous, on est rentré de voyage, même si le voyage nous a emmenés à côté, dans le jardin du Palais Royal, ça nous a déplacés. Et c'était pour dire la salle Richelieu réouvre. Alors oui, pendant cette salle était fermée, il y avait donc ce théâtre éphémère. C'est un théâtre en bois qui est construit juste à côté. Et on sait que vous êtes en pleine période d'austérité budgétaire. Enfin, vous êtes tout le monde, mais en particulier les institutions culturelles aussi, puisque votre budget est réduit sur les 3 ans qui viennent. Et on se dit, mais pourquoi ne pas... Et vous manquez de salles, en fait, parce que les salles que vous utilisez sont pleines. Vous manquez de lieux, vous souhaiteriez avoir d'autres lieux. Et pourquoi ne pas continuer d'utiliser cette salle éphémère, quitte à la prolonger quelques années de plus? D'abord parce qu'elle est dans un endroit qui appartient à tout le monde, coincé entre le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le ministère de la Culture, dans le jardin du Palais Royal, et qu'il s'est appelé théâtre éphémère dans la promesse qui sera tenue d'être éphémère, en tout cas pour les Parisiens. D'autant que c'est la réplique de la scène de Richelieu, et que donc il est amené à avoir une deuxième vie, j'espère en province, j'espère en France, mais le plus offrant le prendra pour une deuxième histoire. Et parce que quand nous recherchons une autre salle, ça n'est pas pour avoir plus de salles, c'est parce que dans notre actualité, nous allons perdre une de nos 3 salles, et en l'occurrence le studio théâtre. Qui était sous la pyramide... Qui est toujours, qui est toujours exploité actuellement, qui est dans un espace privé, absolument, à côté du carrousel de la pyramide inversée.
Et parce qu'aujourd'hui, le problème que nous rencontrons, il est sur deux niveaux. D'abord, nos salles sont pleines. Et quand au Studio Théâtre, au Vieux Colombier, qui n'a que 300 places, j'affiche La tête des autres de Marcel Aimé, c'est plein avant que ça commence, quasiment. Et mon problème, il est de satisfaire le public plutôt que de remplir. Vous allez me dire, c'est un problème qui est plutôt merveilleux, mais c'en est un vis-à-vis du public. Puis la deuxième chose, c'est que nous avons 3 salles en frontale et que dans l'évolution du paysage théâtral, on a vraiment envie de disposer d'un instrument plus moderne. Et c'est pour cette raison que nous avons donné dernièrement au Palais Royal, au Grand Palais, pardon, le Pergunt en bifrontal. Qui a été un grand succès d'ailleurs. Absolument. Comme au fond, beaucoup de ce que vous produisez, même si on reviendra sur vos problèmes matériels, mais même si parfois un spectacle ou un autre, récemment le Phèdre, qui est sur scène, a été totalement éreinté par une partie de la critique. Parce qu'il est porté au nu par d'autres. Et c'est important quand le théâtre au cœur de la cité suscite le débat. Je trouve formidable, surtout pour une œuvre aussi classique, un tel chef-d'œuvre comme Phèdre de Racine, et où chacun engouffre sa propre intimité. Alors il est bataillé, je trouve ça merveilleux. Alors la problématique d'un administrateur comme vous, c'est on va regarder le répertoire, on va regarder ce qui est mis en scène, évidemment. Alors si c'est trop le répertoire classique, on va dire, elle est figée dans le répertoire classique. Si ça va trop en avant dans la modernité, on va dire, voilà, tout est. Alors comment trouvez-vous le bon équilibre vous-même? Parce qu'il y a des choses qui vont venir sur scène et qui sont tout à fait contemporaines. Absolument. Là, prochainement, nous allons créer la première pièce de langue arabe, qui est une pièce syrienne, Rituel pour une métamorphose, que nous créons à Marseille, au Théâtre du Gymnase, puisque Marseille est la ville de la culture européenne. On le crée le 29 avril, et puis mi-mai, ça va retourner à Richelieu. J'essaie de faire des propositions diversifiées. Nous faisons à peu près 15 créations différentes par saison. Et donc, j'essaie de satisfaire tout le monde. Mais il faut que le théâtre soit bataillé, soit critiqué. Moi, je n'ai pas peur de la critique. Au contraire, elle nous permet d'avancer. Elle nous permet de répondre, surtout. Et là, cette pièce syrienne, donc, est quelque chose qui ne s'est jamais joué. Jamais joué. Et qui, j'imagine, a un contenu politique non négligeable. Absolument. C'est l'histoire, pour le résumer très succinctement, d'une femme qui choisit la prostitution parce qu'elle y rencontre plus de liberté que dans sa condition de femme mariée. Et donc, son choix déstabilise complètement la société masculine. C'est une pièce d'un Syrien qui est décédé il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle Sadal Awanous, et ce sera mis en scène par un Koweïtien, Souleyman Al-Bassam, qui a la chance et le talent de parler les 2 langues et qui nous permettra de découvrir ce monde. Intérêt et polémique presque garantis. J'espère bien. Mais en même temps, ouais. il faut prendre ce type de risque, j'imagine. Il y a aussi une autre partie de l'activité qui est comment sélectionne-t-on les jeunes acteurs? Parce que ce qui fait la force, évidemment, de la troupe de la Comédie Française, c'est sa qualité. Comment les repère-t-on? Comment y entre-t-on? Là, il y a un acteur qui est en train d'exploser, qui est tout jeune, qui s'appelle Pierre Ninet. Ouais. Et voilà. Alors c'est moi qui recrute les acteurs. J'imagine que c'est vous qui recrutez. Voilà, j'en ai recruté une trentaine depuis que je suis administratrice, donc quasiment la moitié de la troupe. Et je ne les recrute qu'à l'instinct parce que mon talent, si j'en ai un, il est d'appartenir à cette troupe. Et donc de les recruter en fonction de leur talent d'abord, de leur capacité à vivre les uns avec les autres, mais aussi de leurs différences. On a cette devise à la Comédie Française qui est simul et singulis, qui signifie être ensemble et rester soi-même, c'est-à-dire apporter sa différence pour enrichir la ruche et en même temps avoir cette capacité de cœur à tolérer la différence de l'autre. Je les recrute instinctivement. Et alors, mais vous disiez, il faut aussi s'adapter au groupe, à la troupe. Et de ce point de vue-là, quand on lit les témoignages des uns et des autres, on voit qu'il y a quand même hier, c'était plus, j'allais dire, il y avait plus de tension, plus conflictuel. Là, on a l'impression que c'est il y a une presque fraternité plus fraternelle. Réelle, voilà. Absolument. Mon but est qu'ils tombent amoureux les uns des autres, parce que pour le public, c'est sensible. On a l'impression, la plupart du temps, qu'ils sont heureux d'être ensemble, qu'ils s'amusent. Et quand les sujets sont plus graves, il y a comme ça une intimité tissée entre eux qui joue pour le spectacle. Et aujourd'hui, je dois dire que j'ai cette chance d'avoir des immenses talents chez ces 62 comédiens, mais surtout une ambiance fraternelle entre eux. Alors ça rend le quotidien
quotidien beaucoup plus agréable. Puis on les voit qui commencent à essaimer un peu au cinéma, donc c'est bon signe aussi, parce que ça veut dire qu'ils sont repérés pour leur talent, absolument. Alors, donc il y a votre programmation, le recrutement des acteurs, et puis il y a un autre aspect de votre activité qui est parce que vous êtes parisienne, enfin la scène est parisienne, c'est de porter votre activité ailleurs, et hors les murs, mais pas seulement hors les murs, en France, j'allais dire continentale, mais aussi au-delà des frontières. Et donc là, vous revenez de Tunisie. Et donc vous allez porter un spectacle en Tunisie. On emmène le jeu de l'amour et du hasard en Tunisie, et puis en septembre en Amérique latine, on va à Buenos Aires, on va à Montevideo, on va à Rio, à Sao Paulo. Parce qu'il me semble que c'est très important que la comédie française accompagne la politique de notre pays. Parce que nous représentons la grande culture française. On a actuellement 2 spectacles sur les routes de France. On va donner à peu près 100 représentations chaque saison à l'étranger et en France. Je cherche la mobilité. Mais en Tunisie, j'imagine, dans le contexte actuel, je veux dire, ça a forcément un impact politique très fort. Un impact politique fort, parce que la comédie française, la pièce que vous choisissez, comment vous gérez tout cela? Alors, d'abord, j'en parle beaucoup aux ambassadeurs qui sont sur place. C'est la raison pour laquelle je reviens de Tunisie, pour sentir un peu quelle est la demande et quelle est la situation exactement du pays. Parce qu'on n'a pas toujours des retours très, très objectifs par la presse française. On est parfois dans une situation un peu traumatisée en France. Puis là, moi, je reviens de Tunisie. Certes, il y a une tension, il y a une humeur d'après la Révolution assez sombre, mais il y a une telle demande d'autres choses, justement. Et je crois que la culture est un vecteur extrêmement important dans la reconstruction de ces pays. Et je me sens responsable d'apporter cette porte de sortie possible. Et sur la France, donc, pour revenir ici, il y a Marseille, vous en parliez tout à l'heure, avec cette création, avec le théâtre du Gymnase. Et il y a d'autres, j'allais dire, d'autres tournées comme ça que vous organisez régulièrement. Cette salle éphémère dont vous disiez tout à l'heure qu'elle pouvait se transporter ailleurs, comment les choses vont-elles se passer? Vous la proposez à d'autres municipalités, à d'autres villes, pour qu'elles s'y installent et pour que vous puissiez y jouer, ou comment ça se... Non, l'idée n'est pas de garder un lien avec la salle. Quotidien avec la salle. Le lien, il sera historique, puisque c'est la troupe qui a créé, qui a fait vivre ce lieu, et c'était un pari gagnant parce que le public nous a suivis, et que techniquement, l'acoustique, le confort ont été vérifiés pendant une saison. Mais vraiment, le but est de lui donner une deuxième vie, et qu'une localité française qui manquerait d'espace de représentation puisse acquérir ce lieu pour lui donner une programmation différente. Éventuellement, à l'occasion, on reviendra y jouer sur ce plateau, mais le but est d'aller atteindre le plus large public possible. Donc, de proposer des spectacles parfois lourds techniquement et puis parfois plus légers. Par exemple, en Amérique latine, on va jouer 3 spectacles différents. On va jouer le jeu de l'amour et du hasard, on va jouer une représentation ou 2 de la maladie de la mort de Marguerite Duras, et on fera la correspondance entre Charles Camus, parce que il fête Camus pendant un festival. Voilà, d'essayer d'adapter les réponses artistiques en fonction des lieux qui nous accueillent ou qui nous demandent. Eux, au moins, sont capables de fêter Camus en Amérique latine, alors que nous en sommes incapables à Aix-en-Provence. Mais ça, c'est une autre histoire. Dernier point, Muriel Mayette, voilà, qu'est-ce qui est à l'affiche de la comédie française aujourd'hui, pour celles et ceux qui seraient tentés d'y aller dans les mois qui viennent ou dans les semaines qui viennent? Eh bien là, nous démarrons La tête des hôtes de Marcel Aimé au Théâtre du Vieux Colombier, qui est un répertoire, je pense, qui a sa place au Vieux Colombier, très cru, très drôle, parce que très méchant. Très méchant contre la justice. Oh mon Dieu, oui. C'est un juge qui commence, la pièce commence, ils font la fête parce qu'ils ont eu la tête du condamné. Ce condamné va mourir. Mais il se trouve que le condamné s'échappe et donc la pièce dégénère, disons. Et puis on crée au Studio Théâtre une pièce d'Édouard Bond qui s'appelle Existence et une pièce de Lina Prosa qui s'appelle Lampedusa Beach et qui raconte le naufrage d'une émigrée qui avait l'espoir d'atteindre à Lampedusa une nouvelle vie. Ce sont des textes très bouleversants, des témoignages
à travers l'œil du poète sur la réalité violente de... La réalité d'aujourd'hui. Absolument. Parce que Lampedusa, c'est vraiment la vie quotidienne de cette... Et puis on reprend à Richelieu des grands titres, le fil à la patte, on vient de reprendre l'Avare, on va le fil à la patte, c'est un triomphe absolu. Absolu. Triomphe. Mais grâce aux acteurs, là, et vraiment. grâce à un acteur extraordinaire, exceptionnel. Christian Hec, pas qui est seulement devenu lui, sociétaire. mais Christian Hec était un Buster Keaton. Et puis c'est mis en scène par un acteur, Jérôme Deschamps, qui était un acteur de la troupe il y a quelques années. Et puis, on va faire revenir, surtout cette dernière création de la saison, la pièce syrienne, Rituel pour une métamorphose, qui est une pièce d'une facture très, très classique, mais qui soulève des sujets là aussi politiques. De toute façon, les grandes œuvres, d'un point de vue philosophique, sont toujours politiques. Donc un répertoire riche, varié, des salles pleines. Et on finira avec Cyrano de Bergerac, mis en bien. scène par Denis Podalides avec le merveilleux Michel Villermoz. Donc on n'a pas fini la saison. Merci Muriel Mayette. Merci à vous. Nicolas Bouzou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes économiste. Vous enseignez l'économie à Paris 2, à Paris. Absolument. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une petite société de conseil, membre du Conseil d'analyse de la société. Absolument. Alors ça, c'est une instance qui est placée auprès du Premier ministre. C'est ce qu'on appelait autrefois le plan qui a été découpé en plusieurs morceaux, dont le Conseil d'analyse de la Donc, société. qui regroupe un certain nombre C'est d'experts. ça, une trentaine d'experts. Et à l'actif de ce conseil, qui est toujours présidé animé par Luc Ferry, il y a eu une note sur le service civique. Qui a même donné lieu d'ailleurs à la création du service civique inspiré, tel qu'on le connaît aujourd'hui et qui est dirigé par Martin Hirsch. Et qui a un succès grandissant. Absolument, tout à fait. Et vous-même, vous revenez avec un livre d'économie. On entend l'arbre tomber, mais pas la forêt pousser. Et non pas l'inverse. Voilà. Et qui est une ode qui est une incitation forte, bien argumentée, à regarder l'économie de façon positive. Absolument. Et évidemment que dans la période que nous traversons, j'allais dire, on a besoin peut-être un peu de ce type de respiration, d'explication, d'analyse qui montre que nous ne sommes pas dans une crise, même si la crise est là, objectivement, nous sommes dans une mutation, dans une transmutation, un changement complet. Nous passons d'un univers à un autre. C'est bien de cela qu'il s'agit. Oui, et c'est quelque chose au fond qui revient tous les 50 ou 60 ans. C'est-à-dire que tous les 50 ou 60 ans, vous avez une immense vague d'innovation. Alors les économistes appellent ça une grande vague de destruction créatrice. C'est le terme consacré d'un très grand économiste du début du XXe siècle qui s'appelait Schumpeter, qui est encore très connu évidemment. Et ce que Schumpeter explique bien, c'est que ces vagues de destruction créatrice vont apporter énormément de croissance économique, énormément de bien-être, vont déboucher sur des augmentations d'espérance de vie, des choses comme ça, donc des aspects extrêmement positifs. Mais dans une première phase, évidemment, la transition est extrêmement douloureuse. C'est bien pour ça qu'on parle de destruction créatrice, parce que cette affaire d'innovation, au fond, c'est une nouvelle économie, mais qui remplace une ancienne économie. C'est donc la mort de quelque chose et l'apparition d'un monde qui est évidemment plein de promesses, mais les contemporains de ces vagues d'innovation ne les vivent pas forcément de cette façon-là. Et je prends toujours cet exemple qui est très connu, mais que je trouve assez fascinant, l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie. Évidemment, si aujourd'hui on demande aux gens quelle est leur vision de l'imprimerie, tout le monde a une vision positive de l'imprimerie, le partage du savoir, la réforme, la renaissance, etc. Il faut bien comprendre que ça a été vécu comme une catastrophe économique par les contemporains de l'imprimerie, puisque ce grand marché qui était celui des copieurs, des relieurs, des enlumineurs, a complètement disparu. Le problème, c'est que pour vivre ou accepter les mutations et les transformations que tout cela implique, il faut en effet avoir la certitude et la perspective que, à l'inverse de la croyance d'aujourd'hui, demain sera mieux qu'aujourd'hui. Et c'est toute la difficulté, c'est de vivre ce passage de l'un à l'autre. Parce que quand vous dites destruction créatrice, la sphère médiatique et puis ceux qui vivent ces destructions sont évidemment bien davantage concernés, bien davantage interpellés. Puisque c'est très douloureux, et puis ça se traduit par du chômage, etc. Et donc, vous expliquez bien que la grande difficulté, c'est que le temps de la destruction est beaucoup plus rapide et plus intense et plus massif que le temps de la création, qui lui est lent et long. Alors donc, comment
à l'échelle d'une société comme la nôtre, insuffler la patience, au fond, qui serait nécessaire. Mais déjà, le problème que vous posez, je pense, est le problème majeur qui se pose à nos sociétés aujourd'hui, mais je dirais peut-être plus précisément aux sociétés riches, aux pays développés. C'est moins vrai dans les pays émergents. D'ailleurs, ce qu'on voit et ce qui est peut-être très anxiogène pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'on a ces vagues d'innovation, on a aussi un décentrage de l'économie mondiale. Hein. C'est notre historien préféré, Fernand Braudel, hein, qui a très bien montré ça. Alors, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il faut vraiment redonner dans les pays développés aux gens le goût du progrès. Le drame des pays développés, le drame de la France, je le crois, tel que je l'analyse, c'est qu'on a perdu le goût de l'avenir, c'est qu'on a perdu le goût du progrès, on a perdu le goût de l'économie, on a perdu le goût de la science. On voit la science comme étant quelque chose d'incroyablement menaçant. Voilà, exactement. Et moi, ça me paraît être... Vous touchez vraiment quelque chose de très profond parce que le progrès scientifique, les conquêtes de la science sont perçues aujourd'hui davantage comme porteurs de risques, porteurs de destruction, alors que c'est au cœur, au contraire, du bien-être, y compris d'aujourd'hui, mais plus encore de demain. Et si vous prenez une variable qui intéresse tout le monde, qui est celle de l'espérance de vie à la naissance, on est quand même dans des sociétés où tout le monde espère vivre à la fois vieux et en bonne santé, vous voyez que vous avez une corrélation extrêmement forte entre la croissance économique et l'espérance de vie. Et d'ailleurs, vous le voyez aujourd'hui, je pars de ce constat qui peut-être aussi peut redonner un peu d'optimisme et qui est très mal connu en France, qui est celui selon laquelle l'économie mondiale va plutôt bien. Quand vous regardez des indicateurs qui sont des indicateurs structurels, vous regardez le nombre de personnes pauvres, niveau historiquement bas, l'espérance de vie en bonne santé, niveau historiquement haut, la mortalité infantile, historiquement bas, la malnutrition des enfants, historiquement... etc., etc., etc. Donc il y a des choses absolument merveilleuses qui sont en train de se passer parce que nous sommes au début d'une révolution et je crois qu'il faut faire cette pédagogie-là qui va changer profondément nos vies si nous savons l'utiliser, si nous avons confiance dans l'avenir pour le meilleur. Les nanotechnologies, la biologie moléculaire, la génétique, l'intelligence artificielle, c'est une double promesse. C'est une promesse de prospérité, mais c'est aussi une promesse d'amélioration de notre qualité de vie. Et je crois qu'on peut-être faire l'effort de se raccrocher aussi un peu à l'histoire économique. Essayer de se dire finalement que quand on a inventé le chemin de fer, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose extrêmement dangereuse. Et puis finalement quand on fait le bilan, on est plutôt content du chemin de fer. Et surtout le bilan des villes qui ont voulu y échapper. Exactement, tout à fait. Voilà. Et qui ont été pénalisés lourdement tout le reste. Vous pourriez faire le même exercice avec l'électricité. L'électricité, au début de la Belle Époque, était vue comme quelque chose d'extrêmement dangereux. On ne savait pas bien ce que c'était. Puis finalement, voilà, vous lisez un auteur comme Stefan Zweig en 1910-1920, il décrit de façon magnifique les progrès extraordinaires qui ont été permis par l'électricité. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de cet ordre-là que nous sommes en train de vivre. Donc il ne faut pas perdre cette foi dans l'avenir parce que si on la perd, on a peur, et si on a peur, finalement, on risque d'interdire l'innovation, le progrès. C'est un peu, très honnêtement, ce qu'on a fait avec le principe de précaution. Et là, du coup, on risque de se retrouver dans une situation dans laquelle on n'aura pas de progrès économique. Mais ce que j'allais dire, le parti majoritaire en France, c'est le parti de la peur, qui s'est incarné notamment dans le fait qu'on ait inscrit dans la Constitution le principe de précaution. Alors on comprend toutes ces peurs précisément ou toutes ces craintes, mais en même temps on met très rarement en avant ce qui... Alors là vous citez un certain nombre de domaines qui sont les domaines d'avenir. Notre problème étant d'être capable de nous y adapter. Et dans votre livre, il y a aussi quelque chose de très intéressant, qui est que vous concentrez au fond la réflexion sur la figure clé de toutes les adaptations. Et là aussi, ça va un peu contre la culture nationale, qui est la figure de l'entrepreneur. L'entrepreneur qui est au cœur du sujet aujourd'hui. Et oui, parce que l'entrepreneur, il a un rôle très particulier dans cette période. C'est lui qui fait le lien entre la science et notre vie de tous les jours. C'est lui qui va transformer une découverte scientifique en produit. C'est pas l'entrepreneur qui décode le génome humain, mais c'est lui qui va faire en sorte que, pour quelques dollars, vous crachez dans un tube et qu'on vous donne la probabilité d'avoir 150 maladies ces prochaines années. Et donc l'entrepreneur est quelqu'un qui est mal aimé en France, mais je dirais que c'est assez classique, puisque l'entrepreneur en ce moment, c'est celui qui est en train de bousculer l'ordre établi. C'est lui qui fait la destruction créatrice. Donc c'est une figure qui est extrêmement particulière, l'entrepreneur, mais là aussi, je crois qu'il faut avoir conscience du fait que si on n'a pas d'entrepreneurs, si on n'a pas d'entrepreneurs qui sont capables d'utiliser ces découvertes scientifiques, d'en faire des produits, là encore, on n'aura pas de croissance économique ces prochaines années. Et là encore, vous le voyez dans les pays qui se développent aujourd'hui, qui vont bien, parce que vous avez tout un tas de pays qui vont très bien aujourd'hui, au premier rang desquels
ce qu'on appelle les pays émergents, qui sont en réalité des grands centres d'innovation. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas d'entrepreneurs en Chine ou en Inde. Ce sont au contraire des pays qui innovent énormément, mais qui ont cette foi en l'avenir. La grande différence entre les pays émergents et nous, c'est que dans les pays émergents, les nanotechnologies ou la biologie moléculaire ou la génétique, c'est une promesse. C'est un risque. C'est peut-être une peur, mais ça n'est pas une peur qu'on va transformer en lois qui vont être stérilisantes. Vous savez, on peut avoir peur. Moi, j'ai peur de tout un tas de choses. Il m'arrive d'avoir même peur de l'avion. Vous voyez, complètement irrationnel. Mais je combats ça et bien évidemment, je le prends. Eh bien, c'est un petit peu la même chose dans ces domaines-là. Vous pouvez avoir peur des OGM. Le problème survient quand vous interdisez les OGM parce que les autres, en revanche, prennent cette vague-là. C'est moins d'ailleurs l'interdiction des OGM que le fait que ça paralyse la recherche. C'est ça qui est Exactement. dommageable à un pays comme le nôtre, parce que la recherche étant stoppée, c'est la fameuse loi de Kosciusko-Morizet sur l'interdiction de la recherche sur les gaz de schiste. Bien sûr, c'est pareil. Donc on paralyse, et donc du coup les autres avancent, et si vous perdez le fil de la recherche, je ne parle pas de l'exploitation elle-même, le fil de la recherche c'est évidemment très dommageable pour tout un pays. Mais comment faire de la difficulté des gouvernants aujourd'hui, c'est de faire accepter que, vous l'expliquez aussi, ça c'est infaisable politiquement, dire il faut aider davantage les individus, ceux qui sont victimes de ces destructions, plutôt que de chercher à sauver désespérément leurs emplois. Parce que les emplois sont condamnés, et d'une certaine façon, si vous érigez trop de barrières à cette destruction d'emplois, vous retardez l'échéance, certes, mais vous empêchez le neuf de surgir. Absolument. Et vous empêchez donc la création et vous empêchez le bien-être de demain. Absolument. Au fond. Mais sauf que politiquement, c'est infaisable. Je suis Enfin, pas on le voit bien pour nos gouvernements. Je ne suis pas d'accord. On ne le fait pas, ça c'est une chose, puisqu'on voit bien que la politique actuelle du gouvernement, mais en réalité c'était le cas aussi du gouvernement précédent, est très centrée sur le maintien de l'existant. Je vous prends un exemple par l'absurde, mais ArcelorMittal. Entre 300 et 400 emplois menacés, bien entendu, on s'est posé la question de la nationalisation d'ArcelorMittal, ce qui aurait coûté à peu près 1 milliard d'euros. Diviser 1 milliard d'euros par 350 postes, et vous verrez que... Il y a de quoi aider beaucoup mais bien évidemment, de naissance de petites entreprises. Exactement, donc on voit bien que ça n'a aucun sens. Je crois, moi, qu'on pourrait faire cet effort d'explication et de pédagogie, parce que là aussi, c'est une formidable promesse pour l'avenir, qui consisterait à dire, ce qu'on va aider, ce ne sont pas les emplois, c'est vous. C'est tout le discours sur la formation continue. Le président de la République a fait d'ailleurs des déclarations qui sont parfaites à cet égard en matière de formation continue tout au long de la vie. Comment on va faire en sorte de permettre à des gens dont ça n'était pas l'emploi d'aller vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée? Et c'est un défi qui, en plus, je trouve, est formidable pour un pays comme le nôtre. C'est l'éducation tout au long de la vie. C'est comment nous allons véritablement faire de la France une terre de croissance, mais par le haut. En formant les gens, en leur donnant un avenir. Donc je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que c'est un discours qui ne puisse pas être entendu. Et d'ailleurs, je pense malgré tout qu'il y a un élément qui me donne raison, c'est que la France est l'un des pays dans lequel, en effet, la politique publique cherche le plus à protéger l'existant, mais c'est le pays dans lequel la population a le moins le moral. La France fait une dépression nerveuse collective. Alors, je n'ai pas consacré de chapitre à Freud, mais j'aurais pu le faire. Il me semble que la France, finalement, a refoulé dans son inconscient ce besoin de progrès et ce besoin de réforme. Mais je pense que si on lui dit une bonne fois pour toutes, voilà vers quoi nous allons aller, et notre avenir, allez, je mets les pieds dans le plat, je le dis brutalement, c'est moins les raffineries et les hauts fourneaux que les nanotechnologies, les biotechnologies, la science, je ne suis pas sûr que la réaction des Français soit si négative. En tout cas, ça vaudrait le coup d'essayer. En tout cas, il faudrait essayer. En tout cas, vous plaidez de façon très convaincante aussi dans ce livre. Donc, on entend les arbres, on regarde les arbres tomber, mais pas la forêt pousser. Absolument. C'est un très joli proverbe touareg. Absolument. Et donc, c'est une incitation à regarder l'économie positive Exactement. et voir ce qu'elle peut nous apporter aujourd'hui et plus encore demain. Merci Nicolas Bouzou. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui souhaitaient retrouver les propos de Nicolas Bouzou et ceux de Muriel Mayette, vous avez bien sûr rendez-vous à tout moment sur publicsénat.fr.